avec David Schisler, j'ai le plaisir de l'appeler à me rejoindre sur scène, président du COFEPAC, Comité français de l'emballage papier-carton. David Schisler, vous êtes le dirigeant de la société familiale CE Schisler Packaging Solutions implantée dans les Deux-Sèvres, spécialiste français des emballages papier-carton dans la restauration et le commerce, sac papier, gobelet carton, papier alimentaire. En tant que président de COFECAP, vous représentez une filière qui pèse 450 entreprises en France, un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros, 40 000 salariés. Quelle est votre réaction quand vous voyez effectivement ce contexte réglementaire, l'avancée sur les filières de recyclage, un contexte qui est en pleine évolution? Oui, alors on va d'abord un peu laisser peut-être les gens partir et s'installer. Voilà, une petite réorganisation dans la salle. C'est vrai qu'on a fait le plein ce matin. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes diffusés en direct sur mysefia.com et que les interventions seront disponibles en replay sur le même site internet. Donc David, première réaction, parce que nous sommes effectivement en direct avec des personnes qui nous regardent derrière leur écran. Oui, d'abord je vais présenter un peu plus en détail la filière papier-carton. Donc, au sein des matériaux d'emballage, l'emballage en France, c'est 18 milliards d'euros et le papier-carton, c'est 8 milliards. Donc, c'est clairement un matériau qui est très important, qui est objectivement plus important et avec une part de marché importante dans ce qu'on appelle les emballages industriels et commerciaux. Donc, ça, c'est le terme technique, mais en gros, c'est les caisses carton qui sont vraiment majoritaires dans le domaine de ces emballages industriels. Part non négligeable dans les emballages ménagers, ce dont on a discuté tout à l'heure. Et en effet, une filière qui a un poids assez important en France, puisqu'on est en 450 entreprises, 550 sites et 40 000 personnes. Et ces 40 000 personnes, c'est depuis l'amont, la fabrication de la matière, la transformation du papier, soit par recyclage, soit depuis des dérivés du bois, sa transformation et son recyclage, puisque souvent les industries papetières sont elles-mêmes les recycleurs et refabriquent du papier à partir d'emballages usagés, notamment dans le domaine de l'ondulé. Donc le matériau d'ailleurs qui est le plus recyclé, rappelez-nous le seuil. Voilà, alors c'est un matériau, c'est intéressant par rapport aux réglementations actuelles, qu'elles soient françaises et européennes, qui coche pas mal de cases. D'abord, c'est un matériau qui est biosourcé, renouvelable, issu de la nature. Donc on ne prend pas sur un stock fini, on prend sur un stock qui se renouvelle. Sachant que ce n'est pas de l'agriculture, mais la sylviculture, et dans certains pays, ce sont des temps qui sont plus courts qu'ils n'étaient avant. Ça dépend du type d'arbre et du type de papier qu'on fait, mais ça peut être des temps de 50 ans à des temps d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années. Donc, il coche cette première case de biosourcé, de ressources naturelles. Deuxièmement, en effet, c'est un matériau qui est très recyclé. Alors, le matériau papier est recyclé à 91% en France, 98% dans le domaine des emballages industriels et commerciaux. C'est-à-dire qu'en gros, une caisse carton, elle a 98 cents sur 100 qu'elle soit collectée, recyclée et retransformée en matériau papier. C'est un peu plus bas dans les emballages ménagers, ce dont on discutait, on est plutôt autour de 61%. Mais la combinaison des deux, c'est 91%. Sachant que j'ai obligé de dire quelque chose sur le matériau papier, c'est qu'il a shifté en quelques années. Aujourd'hui, son premier élément d'utilisation, c'est l'emballage. 60% du papier dans le monde est utilisé pour faire de l'emballage. C'était beaucoup moins avant, puisqu'il y avait une part importante qui était utilisée dans le graphique. Le graphique, c'est les journaux, les livres, les magazines. Mais depuis la digitalisation, la part du graphique n'a fait que chuter. Et donc aujourd'hui, l'application principale du papier, c'est le monde de l'emballage. Il y a derrière le monde du graphique, il y a encore un autre secteur où on utilise des fibres papier-carton, c'est l'hygiène. Tout ce qui est essuie-tout, papier toilette, mouchoir et autres, qui est aussi un mode d'utilisation du papier. Mais là, il n'est pas recyclé. On ne recycle pas encore le papier toilette. Alors, David Schisler, le contexte réglementaire, loi AGEC, quel a été l'impact pour votre filière? Alors globalement, ce qu'on disait, c'est qu'on avait l'impression de cocher toutes les cases. C'est-à-dire qu'on a un papier biosourcé, recyclable, en plus compostable, c'est-à-dire qu'en plus n'est pas persistant dans l'environnement. C'est un matériau qui, à différence d'autres matériaux, n'a pas un impact si il est dégradable dans la majorité des cas. Et donc on avait l'impression de cocher toutes les cases. Or, dans les débats actuels, ces débats vont au-delà du recyclage. On est sur de la prévention, où là, le matériau papier-carton sait prendre sa part du marché en réduisant les épaisseurs, en optimisant, en travaillant, on y reviendra, les propriétés barrières en combinaison avec d'autres matériaux, et notamment le matériau plastique, mais sous une forme extrêmement minoritaire de part plastique.
Mais il est confronté aujourd'hui à des nouvelles tendances. Et la tendance, notamment, c'est le réemploi. Et la difficulté du matériau papier-carton, c'est que lui, alors, il peut être utilisé en réemploi. Hein, il y a des caisses carton dont vous resservez, mais il n'est pas souvent industriellement utilisé en réemploi. Le réemploi du matériau papier-carton, c'est le réemploi de son matériau unitaire, c'est la fibre. Nous, aujourd'hui, on cherche une équivalence d'ailleurs qui est prévue un peu dans les normes, puisqu'il y a une hiérarchie dans la pyramide des déchets, mais on a le droit de déroger à cette hiérarchie, justement, comme le disait Vincent, si on atteint de la performance environnementale, ce que démontrent les analyses de cycle de vie. Donc nous, pour nous, il y a le recyclage d'un côté, et le recyclage, c'est la réutilisation du matériau unitaire qui est la fibre papier-carton. Puisque finalement, une fibre peut être utilisée, on dit souvent 7 fois, mais les dernières études montrent qu'elle peut aller jusqu'à 10 fois, 20 fois et même 25 fois. Si on met en avant uniquement le réemploi, on le voit dans certains secteurs qui sont sous des obligations de réemploi. Hein. C'est le secteur de la restauration aujourd'hui. Décret du 1er janvier. C'est les obligations de la loi AGEC à des horizons suivant les tailles d'entreprise. Finalement, on va replastifier l'environnement après l'avoir déplastifié comme des réglementations dont on a parlé, AGEC, SUPD au niveau européen. On risque de se dire il me faut absolument un emballage réemployable, avec dans l'idée du réemploi, c'est de revenir à des modes de consommation des années 50, du verre, du métal, de l'acier. Mais en fait, ce que l'on voit émerger comme le matériau de réemploi par définition, c'est du plastique et du plastique rigide et souvent de nouveaux types de plastique. C'est-à-dire des plastiques qui n'ont pas ceux qu'on a vus tout à l'heure, pas les plastiques qui ont des propriétés qu'on a travaillé depuis quelques années, les propriétés justement d'avoir des filières de recyclage, des propriétés des fois de transparence, des propriétés d'être facilement recyclage ou mécaniquement ou chimique. Quand on est dans le réemploi, on cherche des nouveaux matériaux qui ont des propriétés typiquement de durabilité, de résister au choc. Et ces matériaux-là, les nouveaux matériaux qui émergent, ne sont absolument pas, ne sont pas recyclables à date. Donc on est en train, avec le réemploi, de faire un retour au plastique et surtout d'introduire de nouveaux matériaux dont les filières n'existent pas. Alors ça, c'est le point réemploi. Sur le point recyclage, l'enjeu pour les matériaux papier carton, c'est bien sûr les propriétés barrières de façon à pouvoir répondre aux usages, notamment en termes de conservation. Il y a deux enjeux autour de ça. Quand on nous demande de substituer ou de remplacer des plastiques par des matériaux fibreux, le papier, si vous regardez sa composition, ces fibres, il laisse passer, c'est un enchevêtrement de fibres, il va laisser passer l'eau, laisser passer les corps gras et laisser passer les gaz. Donc c'est d'ailleurs ce qui assure sa dégradabilité, puisque finalement les bactéries peuvent passer, peuvent l'attaquer, les micro-organismes, et le retransformer en un retour à la nature, qui est ce qui se passe dans le vivant. Évidemment, il n'est pas adapté aux propriétés barrières. Donc il y a plusieurs axes dans le domaine papetier pour améliorer ses performances. La première, c'est l'association de matériaux. Donc l'association de matériaux le plus connu, c'est en effet le Tetra Pak, qui est celui qui a émergé, qui est une des marques d'emballage connues du grand public. Mais c'est globalement la combinaison d'un matériau papier avec d'autres matériaux dans des proportions très petites, puisque aujourd'hui, quand on fait de la substitution, qui est un des éléments de 3R, réduction, réemploi, mais réduction, ça peut être la réduction de la part plastique dans l'emballage, l'utilisation de ces complexe, matériaux papier plus plastique, permet des réductions dès le premier jour de 70, 60, 80%. On est très vite dans des taux de réduction de plastique qui sont très élevés. Maintenant, en effet, se pose la question de la fin de vie. Donc la fin de vie, elle a été brillamment illustrée par cette séparation des matériaux plastiques dans le traitement des complexes, typiquement ce que fait Tetra Pak. Mais globalement, aujourd'hui, on voit plusieurs voies. On voit, quand on a besoin de propriétés barrières très importantes, on peut mettre une certaine couche de plastique. Quand on a besoin de propriétés barrières moins importantes, on peut le travailler par le traitement de la fibre papetière elle-même, on peut le travailler par de l'induction ou on peut travailler par des couches plastiques extrêmement basses. L'exemple du gobelet carton, qui est un gobelet qui est soumis à réglementation assez forte, puisque le gobelet plastique a été interdit et le gobelet carton est sous avec des échéances réglementaires de réduction de la part de plastique. C'était 15% au 1er janvier 2021, ce sera 8% en 2024, et l'objectif, c'est de réduire encore. Et ceci, l'industrie papetière, qui est elle-même son recycleur finalement, travaille la récupération de ces emballages-là
en emballage ménager, mais également en emballage industriel, pour la séparation et la valorisation, au moins de la partie papetière de façon sûre, qui représente 70-80%, et même dans certains cas jusqu'à la valorisation du plastique. Alors, ce qu'on ne valorise pas, c'est les encres ou les colles, les adhésifs. Parce que quand on est dans cette logique un petit peu que le plastique a développé avec le bottle-to-bottle, ou l'idée de recycler à 100% un emballage, il faut voir qu'on ne recycle pas les encres, les colles, les adhésifs. Vous avez évoqué un champ d'innovation dans votre filière, notamment effectivement pour acquérir de nouvelles propriétés barrières, avec une limite, c'est qu'effectivement ces mêmes emballages peuvent tomber sous le couperet du règlement plastique. Et là, ça pose d'autres questions. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous disais au début, c'est qu'on a l'impression de cocher toutes les cases sociétales de ce matériau-là, aussi bien de son origine naturelle, sa recyclabilité, sa stabilité, son impact et sa persistance dans l'environnement. Et donc on a l'impression qu'on est, et on est même certain qu'on est, une des solutions de remplacement pour certaines applications et dans certains lieux où ça présente du sens. Maintenant, et globalement, les réglementations, et notamment les réglementations françaises, définissaient un matériau par le matériau majoritaire. Quand éco-emballage a été créé, et quand les filières se sont montées, l'engagement qu'a pris la filière papier-carton, c'est dès qu'on a plus de 50% de papier, on est recyclable dans la filière papier-carton et on les reprend dans la filière papier-carton. Donc c'était la notion de matériau majoritaire. Il se trouve qu'avec une réglementation européenne, la Single Use Plastic Directive, qui était une réglementation spécifique, qui ne s'attaque qu'à certains objets plastiques. Les objets plastiques dont un inventaire a démontré qu'ils étaient trouvés dans la mer et que dans certains cas, alors vous savez, c'est les pailles, les cotons-tiges, etc. Dans certains cas, il y avait des matériaux contenant du papier qui étaient dedans. La directive plastique, single-use plastique, a dit dès qu'on a un polymère, on tombe dans la catégorie plastique. Mais pour une liste de produits qui est définie dans cette directive plastique. Mais finalement, ça a ouvert un nouveau champ qui a été repris en France dans le décret 3R, c'est de dire quand on veut se débarrasser ou limiter les emballages plastiques à usage unique, sont tombés dans la catégorie des emballages plastiques à usage unique des matériaux qui ne sont pas en plastique, mais qui ont un peu de plastique, et dont finalement la solution, notamment dans la substitution et la réduction des composants de plastique, est devenue finalement le problème d'après. C'est-à-dire que, prenons le gobelet. Est-ce que le gobelet carton qui remplace un gobelet plastique, même s'il contient un peu de plastique, est une solution de remplacement du gobelet plastique? Ou est-ce que lui-même, parce qu'il contient du plastique, ou même nouveau dada des autorités européennes ou françaises, parce qu'il est à usage unique, lui-même doit être remplacé? Donc l'enjeu pour les matériaux papier-carton, c'est d'être à la fois des possibilités de substitution. C'est la dernière question de tout à l'heure était frappante de ce moyen-là, ou est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas rattrapés par des réglementations autour de l'usage unique? Parce que c'est ce qui est certain des matériaux papier-carton, c'est qu'ils ne passent pas très bien au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle du matériau papier-carton, c'est la papeterie, qui va retransformer l'objet en papier. Dernière question, David Schisler. Au fond, est-ce que le juge de paix de ces questionnements pourrait être l'analyse de cycle de vie? Oui, nous, ce qu'on pense, c'est que, et je ne sais pas s'il y a... Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, quand on compare les matériaux et les produits, il faut qu'on y mette de la science et qu'on mesure la performance environnementale. Et aujourd'hui, on est de plus en plus amené à comparer des systèmes. Donc le système de droite, là, le système qui est derrière moi, là, c'est avec recyclage, c'est-à-dire que vous prenez une matière, vous fabriquez un objet, vous collectez l'objet, vous le recyclez, et vous refaites une matière qui permet de refaire un objet. Évidemment, dans cette boucle-là, ce n'est pas une boucle qui est complètement fermée, hein. Il faut qu'il y ait de la matière vierge qui rentre dedans. Pour vous donner un exemple sur l'industrie papetière, la production de papier en 20 ans a été multipliée par 4 dans le monde, par 4, sans que l'extraction de ressources, production en gros de pâte à papier ou coupe d'arbres, qui sont eux-mêmes replantés, n'augmente. Donc on a circularisé, et on est vraiment l'exemple de la circularisation de cette boucle-là. Mais c'est certain, c'est que cette circularisation, elle entraîne, d'abord, il faut qu'il y ait une entrée de matière, et deuxièmement, il y a des pertes parce qu'on peut, je vous ai parlé de 25 fois, on ne peut pas recycler indéfiniment la fibre papetière. Et des fois, pas forcément pour la même application, notamment quand on a des objectifs de contact alimentaire. De l'autre côté, le système que l'on promeut aujourd'hui, qui est le système de réutilisation, il avait, quand il est sorti, un côté un peu magique, parce qu'on se dit, quand je réutilise l'objet,
je vais diviser l'impact environnemental par le nombre de fois où je l'utilise. Donc si j'utilise, alors ça a été le cas quand ont été faites les premières ACV, par exemple sur les sacs plastiques, il y a autour de la directive sac plastique en 2015 ou de la loi de transition énergétique en France, on disait si je prends un sac plastique épais et que je le réutilise, si je le réutilise 100 fois, son impact environnemental est divisé par 100. Bon, mais dans la plupart des systèmes de réemploi, en fait, on a des systèmes qui sont plus complexes que ça, plus complexes puisque finalement, d'abord, on doit avoir des nouveaux produits. On ne peut pas réutiliser à l'infini des produits. Donc, il y aura quand même une entrée de produits, peut-être plus faible en nombre, mais il y aura une entrée de produits. Et il y aura quand même une sortie à la fin, casse, perte, vol, etc. Et ce qui est étonnant dans les mondes, moi qui connais bien le monde de la restauration, c'est quand on a remplacé en restauration rapide des emballages papier-carton qui étaient dans le cycle de droite et qui étaient entièrement... qui respectaient toutes les normes, on est revenu sur des matériaux, verre, vaisselle, porcelaine, nouveaux types de plastique, qui, eux, n'ont pas de scénario de fin de vie, ne sont pas encore complètement étudiés dans leur impact pour certains nouveaux plastiques, sur la santé, etc. Mais il faut regarder que quand on est dans une boucle de réutilisation, on a besoin de nouveaux produits au début, et on a une problématique de fin de vie à la fin. Donc il faut quand même traiter cette-là. Et ensuite, on a surtout un système à mettre en place. Donc le système, c'est évidemment de la collecte et de la préparation pour réutilisation. Donc, prenons le domaine de la restauration, la préparation pour réutilisation, c'est le lavage. Et le lavage a lui-même un impact environnemental. Donc quand on compare aujourd'hui les objets à usage unique et les objets réemployés, il faut qu'on compare fondamentalement les systèmes. Et quand on compare fondamentalement les systèmes, on peut voir certaines choses qui sont assez connues. C'est que des fois, les boucles de réemploi sont adaptées pour des circuits assez courts. Il est certain que si on veut faire une bouteille de Château Yquem et qui va être vendue à un Chinois, on ne va pas ramener la bouteille vide à Bordeaux pour remettre du vin dedans. Il est extrêmement plus performant de la recycler en Asie et de refaire autre chose et une deuxième bouteille en Asie. C'est également le cas dans les emballages de transport. On peut concevoir des emballages de transport réemployables pour des circuits assez courts, des boucles où on livre son client dans une caisse plastique réemployable quand le client n'est pas loin. Il va être plus difficile, quand on va livrer sur du grand export et de la mondialisation, d'avoir une boucle de réemploi avec une caisse réemployable. Merci David Schisler d'avoir partagé votre analyse. On peut l'applaudir pour cette intervention. On a le temps pour prendre une question ou deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous manifester. Eh bien, si pas de questions, c'est que vous avez été parfaitement clair. Merci à vous, Monsieur Schisler.